merci à l'équipe de l'Espace des Sciences et de la Maison de la Mer de me permettre de réaliser cette conférence ce soir. Merci d'être venu malgré le beau soleil dehors. Je vois qu'il y a un public déjà averti, qui connaît déjà pas mal de choses sur ce qu'est phénomère et les microalgues. Alors désolé pour ces personnes qui connaissent déjà, il va y avoir quelques petites redites. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter. Je m'appelle Virginie Antoine, je travaille à l'Ifremer, je suis en CDD. Et alors au niveau formation, j'ai fait une école qui s'appelle Intecmer à Cherbourg. J'ai aussi j'ai voyagé à droite à gauche grâce à mon métier et j'ai repris plus tard des études à l'IUM en master expertise et gestion de l'environnement littoral. Donc voilà, j'ai pu travailler dans différents centres Ifremer, Boulogne-sur-Mer, à Brest, à Port-en-Bessin en Normandie. Je travaillais aussi à l'Ifremer de la Trinité-sur-Mer. J'ai travaillé dans les terres australes, j'ai voyagé au Québec, enfin je me suis fait plaisir. Voilà. Et jusqu'au jour où je suis arrivée à Brest, puis je suis tombée amoureuse du coin. Bon, c'est peut-être parce que je connais pas Lorient, mais je pense que Brest c'est quand même chouette. Voilà, donc alors Phénomère, c'est un programme de sciences participatives. Et donc, je vais d'abord vous dire comment s'articule le plan de ce soir. Donc, pourquoi on s'intéresse aux microalgues? On va replacer un peu le contexte de l'importance de ces microalgues. Aussi faire un constat de qu'est-ce qui existe comme programme de recherche. Et pourquoi Phénomère? Pourquoi on en est arrivé à créer ce programme de sciences participatives qui s'appelle Phénomère? Et vous présenter les objectifs de ce programme. On parlera aussi de Phénomère qui fête ses 1 an. Donc c'est un tout jeune programme de sciences participatives. Je vous expliquerai comment y participer, bien que certaines personnes le savent déjà. Et je vous ferai part des observations citoyennes en lien avec le travail de l'équipe Phénomère et des premiers résultats qu'on peut avoir suite à cette année d'observation citoyenne. Puis après, ça sera à vous de jouer. Je laisse le mystère. La fin. Donc, le phytoplancton, déjà, qu'est-ce que c'est le plancton? Ça se divise donc en 2 grands groupes, 2 grands règnes. Donc le plancton végétal, aussi appelé phytoplancton, qui est composé d'algues presque toutes unicellulaires, donc ce qu'on appelle aussi les microalgues. On a aussi le plancton animal, le zooplancton. Et alors dans ce plancton animal, on a donc des organismes unicellulaires ou pluricellulaires qui font partie du plancton permanent. Donc c'est-à-dire ils vont passer tout le stade de leur vie en tant que zooplancton. Et on a le zooplancton temporaire, où là ça regroupe diverses larves, œufs très variés. Est-ce que ça va au niveau du micro? Vous m'entendez bien? Et donc crustacés, coquillages qui vont que passer un stade de leur vie dans ce zooplancton, d'où son nom, zooplancton temporaire. Et donc voilà, je suis à l'origine de la vie dans tous les océans, c'est pas pour rien, puisque donc les microalgues, le phytoplancton, alors phyto, parce que je suis un végétal, il me faut du soleil, des sels nutritifs et du CO2 pour pousser. Donc le plancton, je flotte dans la mer, parce que donc ça vient du grec planctos, qui se laisse aller au gré des courants et qui peut tant bien que mal, qui ne peut pas lutter malgré que certains sont équipés de petits flagelles et peuvent bouger. Voilà, donc on ne me voit pas. Pour m'observer, on est obligé d'utiliser un microscope.
Et donc je suis composée d'une seule cellule qui va du millième au millimètre, du millième de millimètre au dixième de millimètre. Voilà. Donc en effet, j'ai différentes tailles qui vont du picot jusqu'au microplancton. Alors pour vous donner une image pour que ça soit plus parlant, les poussières qu'on peut voir dans un grenier quand un jet de lumière rentre dans ce grenier et que voilà, il y a un petit peu de poussière, ces poussières elles sont de l'ordre de 100 microns. Donc c'est en moyenne la taille du zooplancton. Le phytoplancton est donc encore plus petit et ça mesure 10 fois moins. Voilà, enfin j'avais mis l'échelle, je vous laisse en prendre connaissance. Je ne vais pas tout le temps parler, hein. Il va falloir que vous parliez aussi. Donc, comme je vous le disais, je suis à la base de la chaîne alimentaire. Donc, le plancton, le phytoplancton et le zooplancton, qui sont aquatiques, on peut les retrouver dans des rivières, des lacs, donc en eau douce, mais aussi dans la mer. Alors, non seulement j'ai des tailles différentes, mais j'ai des formes différentes. Alors, pour la petite anecdote hors cours magistral de cette conférence, j'ai eu un contrat à l'Ifremer de Boulogne-sur-Mer, où on m'a annoncé que 80% de mon temps, ça allait être d'identifier du phytoplancton. Et ce contrat, c'était donc à l'Ifremer de Boulogne-sur-Mer. Je ne sais pas si vous connaissez Boulogne-sur-Mer. Moi, je ne connaissais pas, et quand on m'a annoncé ça, je me suis demandé ce que j'avais fait de mal dans ma vie, quoi. Et en fin de compte, non seulement Boulogne-sur-Mer, c'est sympa, mais au niveau du boulot, je me suis pris de passion pour l'identification du phytoplancton. Donc, tout ce qu'on peut voir dans le microscope, c'est vraiment magnifique. Et on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui a dessiné, c'est tellement chouette à observer. Et on a toujours des choses à apprendre. Toutes les espèces de phytoplancton ne sont pas encore connues et on a encore beaucoup à découvrir. Donc, ce que je vous disais, que le phytoplancton comprend des milliers d'espèces qui se répartissent en plusieurs groupes. Donc, on a les cyanobactéries, les diatomées, les coccolithes, les chrysophycées, les chlorophycées et les dinoflagellés. On a environ 6000 espèces de microalgues qui sont identifiées dans le milieu marin, alors qu'on en a 14 000 en eau douce. Mais on doit encore, à l'heure actuelle, on en découvre encore plein. Toujours à la base de la chaîne alimentaire. Alors, comme tous les végétaux, le phytoplancton fabrique sa matière grâce à des sels nutritifs, des éléments, des composés minéraux, azote, phosphate, silicate, fer, et grâce au soleil, par le processus qu'on appelle la photosynthèse, va produire donc de l'oxygène. C'est donc grâce à l'énergie lumineuse et au pigment, il peut réaliser ce processus de photosynthèse. Et ça produit de l'oxygène. Alors selon la littérature, on parle de 60%, d'autres disent 40%, quoi qu'il en soit. Non seulement c'est à la base de la chaîne alimentaire, mais aussi on le surnomme forêt invisible. Parce que ça produit donc 40 à 60% de l'oxygène qu'on a, enfin plus de la moitié de l'oxygène qu'on a sur la Terre. C'est aussi important d'étudier les microalgues parce que c'est révélateur d'un équilibre qui peut être fragile parce que entre les mains des hommes. Donc le phytoplancton est donc dépendant de l'apport de sels nutritifs, entre autres, pour se développer. Et c'est à l'origine de toute vie, hein, depuis 3,5 milliards d'années que
s'est développé le phytoplancton. Le pétrole, on le sait, c'est de la ressource fossilisée de phytoplancton. Et toute perturbation peut être révélateur justement des défaillances qu'il y a dans l'environnement marin. Donc comment fait-on pour me connaître? Il faut déjà me prélever, me pêcher. Donc soit on y va avec des espèces de filets à papillons, qui sont des filets à plancton, avec différentes mailles, donc selon ce qu'on cherche. Ou alors on mesure directement en prenant de l'eau brute, et après en faisant différentes observations au microscope. Ou alors de façon plus indirecte avec des fluorimètres. Donc c'est un proxy de la mesure de la chlorophylle. Si vous souhaitez avoir des infos, vous pouvez en parler ultérieurement. Donc comment me connaître? Par le microscope optique. On décrit ma forme, ma taille, mes couleurs. Donc voilà ce qu'on peut observer grâce à des microscopes optiques. Pareil, si vous avez des questions sur les grossissements, je pourrais tenter d'y répondre. Et on a aussi des microscopes électroniques, donc plus élaborés, qui permettent de décrire la forme, la taille. Et là, on descend beaucoup plus bas dans la détermination, en termes de taille, je veux dire. Alors, comment fait-on pour me connaître? Aujourd'hui, il y a des nouvelles méthodes qui permettent de détecter encore plus petit que ce qu'on pouvait voir avec le phytoplancton, avec le microscope optique et le microscope électronique. Donc on a ce qu'on appelle la cytométrie, et on a aussi des méthodes par HPLC. On a des sondes d'anticorps, alors là on va plus se référer au niveau de l'espèce. On a aussi via l'ADN, donc c'est des techniques, pareil, si vous souhaitez on pourra tenter de rentrer plus dans le vif du sujet, si je peux y répondre, je répondrai. Mais voilà, là on détermine les espèces grâce au code génétique. Voilà. Et, ce qui est important à savoir, c'est que chaque année, de nouvelles espèces sont décrites ici même en Bretagne. On peut aussi identifier le phytoplancton grâce on peut aussi observer le phytoplancton grâce aux étoiles, à partir des étoiles, via les satellites. Donc là, on mesure le signal réfléchi par le pigment. En fait, bien qu'elles soient microscopiques, les micro-algues, elles ont donc, je reprends la phrase, bien qu'elles soient unicellulaires, les micro-algues ont tout plein de fonctions. Donc elles peuvent se reproduire, se nourrir, et elles ont des pigments qui leur permettent d'assurer la chlorophylle. Et grâce à cette mesure, grâce à des mesures satellites, on peut déterminer la présence abondante ou pas de phytoplancton. Et d'un peu plus bas que les satellites, on peut observer le phytoplancton lorsqu'il prolifère de manière abondante. Donc là, on commence à rentrer dans le vif du sujet de ce qu'est phénomère. C'est lorsque l'invisible devient visible. Et donc on a différentes efflorescences phytoplanctoniques de différentes espèces. En rouge, une colorée rouge de Noctiluca scintillans. En haut à droite, on a une colorée verte de l'Epidodinium chloroforum. Plus bas, l'espèce de mousse, c'est Phéocystis, mais ça, en théorie, vous ne l'avez jamais vu en Bretagne. C'est plutôt en Manche-Mer du Nord qu'on observe la prolifération de cette microalgue. Et en bas à droite, des eaux colorées rouge-marron qui sont liées à Alexandrinum minutum. Alors ça, c'est peut-être une espèce dont vous avez déjà entendu parler parce que c'est des espèces, c'est une espèce toxique. Bon, après, il ne faut pas s'arrêter à une espèce pour déterminer une couleur.
Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le fait qu'on arrive à des proliférations très importantes de phytoplancton, ce qui était invisible devient donc visible par une coloration de l'eau. Donc, quand le phytoplancton se développe de manière massive, on peut donc l'observer, ce que je vous disais, à l'œil nu. Et aussi, il peut provoquer la mort d'organismes marins. Donc, ce que vous voyez sur la photo en haut à droite, c'est ce qui s'est passé là en juillet à la Turballe. Plein de petits poissons plats qui se sont retrouvés échoués sur les plages. Donc, l'année dernière, enfin il y a 2 ans plus exactement, on a décidé de mieux comprendre quelles étaient les conditions optimum pour la prolifération de ces microalgues. Non seulement Phénomère sert à mieux connaître ces microalgues, mais c'est surtout grâce aux observations des citoyens. En effet, il y a déjà beaucoup de programmes de recherche qui s'intéressent à tout ce qui est biodiversité des microalgues, mais ça reste quand même assez complexe comme étude. Et du coup, on a voulu profiter des observations de citoyens pour être plus réactifs et voir les espèces qui étaient plus favorables, enfin les conditions optimum de prolifération de ces espèces. Parce qu'il faut savoir que le phytoplancton a un cycle de vie très court et donc, comme je vous le disais, vachement dépendant de la qualité de l'eau. Donc Phénomère, pourquoi Phénomère? On est parti que c'est comme phénomène, un phénomène de la couleur de l'eau qui est inhabituel. C'est Phénomère parce qu'il y a l'eau, mer parce qu'il y a la mer, et phénologie parce qu'on s'intéresse donc à la succession des espèces en fonction des saisons. Donc variation, l'occurrence dans le temps des phénomènes périodiques de la vie végétale et animale. Voilà, donc on est parti du constat que nos connaissances sur la biodiversité restent lacunaires et qu'on avait besoin de la contribution du grand public pour être présent, enfin pour apporter beaucoup de données sur ces proliférations. Alors qu'est-ce que c'est les sciences participatives? On parle aussi de sciences citoyennes. Et comme je vous le disais, donc on compte sur le grand public qui est sollicité pour signaler toute prolifération excessive de ces microalgues. Et c'est pour être plus réactif, dès lors où il y a une observation qui est observée, on pourra mettre un réseau en place pour aller voir les conditions, donc, tout ce qui est paramètres physico-chimiques de l'eau de mer. C'est ce qui se fait déjà depuis un an, donc. Et voilà. Donc c'est aussi grâce à des financeurs que ce projet a pu être mis en place. Donc Phénomère, c'est un riche partenariat. C'est un programme qui est coordonné par l'Ifremer. Et donc grâce à la Fondation de France et l'Agence de l'eau Loire-Bretagne, ainsi que le ministère de l'écologie et du développement durable, nous avons un financement. C'est une collaboration avec des partenaires scientifiques qui sont le CNRS, via la station biologique de Roscoff et le LEMAR, l'IUM à Brest. Et c'est aussi une association avec des sciences humaines. On cherche à savoir qui sont le public qui contribue à la connaissance de ces proliférations. Donc c'est le CRPCC qui travaille avec nous. Et on a 2 associations partenaires qui sont Cap vers la Nature et le Riel. Donc c'est un riche partenariat qui permet de structurer entre scientifiques et grand public ce réseau de signalement lié aux efflorescences de microalgues. C'est aussi
un partenariat avec le collège des îles du Ponant. En fait, Phénomère se développe sur 2 actions, qui sont donc ces observations opportunes des citoyens, mais aussi un travail avec les collégiens des îles du Ponant. Il y a 4 îles qui sont concernées, c'est l'île de Bas, l'île de Saint, l'île de Ouessant et l'île de Molène. Pourquoi ce programme avec ces 4 îles? Pourquoi cette action avec ces 4 îles? Parce qu'on a voulu avoir des séries de données de phytoplancton dans des masses d'eau qu'on suppose moins impactées par les activités anthropiques. Donc, depuis janvier 2014, les collégiens, des élèves de 6e et de 5e, réalisent des prélèvements, tant bien que mal. Le but est d'avoir vraiment des apports de données vraiment régulières, donc à des prélèvements à haute fréquence, selon un protocole scientifique qui a été élaboré. Et donc à pleine mer, avec un matériel bien spécifique, ce que vous avez pu voir, c'est un seau, il y a un filet à plancton s'ils veulent faire aussi tout ce qui est qualitatif. Et voilà, je dis tant bien que mal parce que les pauvres, il y a eu des tempêtes en février et ils nous ont fait part de leur déboire en juin de cette année. Ils sont venus à l'Ifremer et voilà. Enfin, donc il y a non seulement le côté scientifique qui intéresse les scientifiques, l'équipe de scientifiques de Phénomère, mais il y a aussi le côté pédagogique, parce que les collégiens travaillent avec l'association Cap vers la Nature, qui vulgarise, enfin, qui fait de la très bonne vulgarisation scientifique. Et aussi l'intérêt pédagogique et qu'ils apprennent ce que c'est la rigueur scientifique, voir comment on obtient, comment on traite un échantillon, qu'on a besoin d'avoir les paramètres environnementaux. Donc voilà, il y a un double objectif. Voilà, j'ai commencé à vous parler donc des objectifs de Phénomère. Enfin, je vous laisse lire, mais c'est ce que je viens de vous dire essentiellement. Je profite pour faire la pub de livres qui nous ont inspirés, entre autres. Donc il y a le livre de Pierre Molot sur le manuel du plancton. Au niveau de la vulgarisation scientifique, on a le petit guide du plancton, qui est fait par l'association Cap vers la Nature, et ce superbe fil planctonique. Aussi d'autres études plus poussées sur tout ce qui est articles scientifiques ont mis en avant ce que je vous disais tout à l'heure, qu'on a aussi un grand manque dans ces connaissances de prolifération d'efflorescence. Donc, comment participer à Phénomère et qui sont les observateurs susceptibles? Ça peut être vous, ça peut être donc, le grand public, ça peut être des plaisanciers, ça peut être des professionnels, des pêcheurs, des ostréiculteurs, des conchiliculteurs. Alors, comment participer? Vous pouvez nous appeler. On a un répondeur où là, une équipe scientifique se relaie pour filtrer en fait les appels. Ou alors, vous pouvez nous faire part de votre observation en allant sur le site www.phénomère.org, où là, vous aurez un formulaire à remplir. Et donc, on invite les citoyens qui nous font part d'une observation à bien prendre déjà la position géographique, si possible une photo, la date et l'heure de l'observation, le nom du lieu. Le maximum de détails sont le bienvenu pour décrire ce que vous avez vu comme phénomène. On est aussi preneur d'informations, donc on est preneur de cette contribution via un signalement, via une observation, mais on est de plus en plus preneur aussi, si vous pouvez, d'un prélèvement.
Bien sûr, on demande de faire attention à vous d'abord, c'est la sécurité d'abord, même si je l'ai mis à la fin de ma diapo. C'est donc c'est écrit se mettre sous le vent et à contre-courant, justement, c'est plus pour des raisons de sécurité que scientifiques. Et voilà, après, avec une simple bouteille d'eau en plastique, vous pouvez prélever et mettre au frigo et nous appeler. Le but étant de savoir qu'est-ce qui est responsable de cette apparence inhabituelle à la surface de l'eau de mer. Et donc, comme je vous disais, il y a une équipe scientifique qui est là pour réceptionner vos appels et pour filtrer. Donc, on va vous poser des questions et on va voir si vraiment vous êtes face à un phénomène d'efflorescence de microalgues. Le but est de déployer des moyens le plus rapidement possible pour aller prélever. Si vous n'avez pas pu prélever, déjà de nous faire part de votre observation, c'est déjà énorme. Donc on peut se donner aussi les moyens de justement aller prélever. Et donc tout ça pour vous dire que le but est vraiment d'aller prélever et savoir quelle est l'espèce qui est responsable en majorité de cette eau colorée. Donc voilà, les intérêts scientifiques de Phénomère, un réseau de signalement d'efflorescence de microalgues, un système d'alerte plus efficace et la création d'une liste exhaustive des efflorescences algales nuisibles présentes en eau côtière. Donc ce qui intéresse la communauté scientifique, c'est de suivre ce groupe qu'on connaît encore mal, et la diversité des micro-algues, toxiques ou non, et le rôle écologique qui est donc indéniable vu que c'est à l'origine de la vie marine. Je vais passer cette diapo, je voulais juste mettre en avant que les microalgues, mais ça je vous l'ai déjà dit, elles sont importantes dans... Enfin, les variations de l'environnement se répercutent sur les communautés de phytoplancton. Et c'est via ces graphiques, ce travail scientifique, qu'on peut justement savoir comment est la qualité de notre eau. On a aussi un intérêt pour tout ce qui aide à la gestion. Donc, créer une relation transversale entre les bénévoles et les porteurs d'intérêt de la sphère du phytoplancton. Promouvoir une sensibilisation et une éducation accrue au public vis-à-vis des algues toxiques et non toxiques, les microalgues toxiques et non toxiques. Comprendre comment varie le phytoplancton des îles pendant une année en comparaison à des communautés qui sont plus côtières. Donc des analyses qui sont faites durant l'année 2014, qui vont être encore poursuivies en 2015, pour une fin d'un projet qui sera en 2016. Donc pour vous présenter les premiers résultats de Phénomère, je vous invite à aller sur le site Phénomère où on peut observer les cartes des observations de 2013. Donc dans la rubrique résultats. Donc voilà ce que ça a donné en 2013. On a surtout eu trois blooms de microalgues. Donc on a les eaux colorées rouges avec des Noctiluca scintillans. Il y a eu 5 observations qui ont été faites du 15 au 26 juillet 2013. Une publication scientifique est d'ailleurs en cours de rédaction à propos de ces résultats. On a du Lepidodinium chloroforum qui a proliféré du 19 au 22 août 2013, particulièrement en Loire-Atlantique,
À savoir que Phénomère est un programme qui fête ses 1 an. Et l'année dernière, c'était que à l'échelle de la Bretagne, mais on a quand même eu des observations en Loire-Atlantique et en Vendée. Donc on les a intégrées sur la carte. Et depuis cette année, en plus de la Bretagne, on a la Loire-Atlantique. Et on a eu aussi des mortalités suite à des eaux brunes. Donc une espèce qui est vraiment caractéristique des morts de poissons. S'agissant de 2014, donc on a eu beaucoup d'observations de l'Epidodidium chloroforum. Donc ça forme des eaux vertes. On a l'impression que quelqu'un a lâché de la fluorine dans l'eau. Il y a 27 observations qui ont été faites entre le Finistère Sud et la baie de Bourgneuf. Donc c'est le gros paquet d'observations que vous pouvez voir sur la carte. On a Noctiluca scintillans qui a été signalé aussi, mais moins que l'année dernière. On a Alexandrium minutum qui a été signalé en rade de Brest. On a eu 3 nouveaux blooms qui n'avaient pas été signalés. Enfin, c'était des nouvelles espèces qui n'avaient pas été vues l'année d'avant, mais ça ne veut pas dire qu'elles n'avaient pas eu lieu l'année d'avant. Donc, un bloom de diatomée. Aussi un bloom de diatomée plus au nord de Brest. Enfin, ces 2 blooms sont aussi en lien avec le cycle du phytoplancton. Ça avait lieu en mai. Voilà, donc des blooms qui n'avaient pas été identifiés l'année dernière. Aussi, un lien à faire avec les professionnels, que ce soit pour des espèces toxiques comme Alexandrium minutum, mais aussi pour des espèces qui ne sont pas toxiques comme l'Epidodidium chloroforum, parce que, je vais vous le montrer sur une autre diapo, on a eu un signalement d'un conchyliculteur qui était du croisic, et il a mis en conserve ses coques, et elles ont dégorgé une eau toute verdâtre, ce qui a fait que ces coques étaient invendables. Enfin, je vais vous montrer une photo dans une diapositive plus après. Là, c'est plus pour vous mettre en avant qu'il y a une valorisation scientifique qui est faite par mes collègues. Une présentation du projet dans la revue sur les Harmful Algae News. Et alors, ce que je voulais aussi souligner, c'est qu'on a des temps qui ne sont pas les mêmes que la société civile. En fait, là, je suis plus en train de pointer sur une des polémiques que pour être les sciences participatives. C'est que on ne veut pas instrumentaliser la société civile en nous demandant d'apporter des résultats, des observations. Mais le problème, c'est qu'au niveau de la communauté des chercheurs, ça demande beaucoup de temps pour interpréter les données, et surtout, ça demande beaucoup de temps pour acquérir suffisamment de données pour qu'elles soient interprétables. Donc on a des temps qui ne sont pas les mêmes. La société civile va être demandeuse d'avoir directement des résultats suite à des observations. La société civile va vouloir savoir mais pourquoi ces algues prolifèrent. Et souvent, là, cet été, je m'en suis bien rendu compte avec les gens qui contribuaient via leurs observations, on est désarmés parce qu'on leur explique, voilà, on a besoin encore d'avoir toutes les données pour savoir quelles sont les conditions optimales de la prolifération de ces algues. On n'en est que aux prémices, quoi. On sait que ça peut être le témoin d'un déséquilibre, mais on ne peut pas non plus tirer des conclusions hâtives. Voilà, tout ça pour dire qu'on est face à des temps qui sont différents. Voilà ce que je vous expliquais sur le conchyliculteur qui a eu des problèmes avec des coques et des moules qu'il avait mis en conserve suite à l'épisode de l'Epidodidium qui a été observé en juillet. Donc, je vous disais, dans le riche partenariat qu'on peut avoir, on travaille avec le CRPCC, qui est donc, l'acronyme, le titre est un peu barbare, c'est sur les
pour résumer ce que c'est le CRPCC, ce sont des psychologues environnementaux. Donc ce sont des gens qui sont issus de ce qu'on appelle les sciences humaines, sciences sociales, et qui vont essayer de voir qui sont les gens qui participent, qui contribuent à Phénomère. Et en discutant avec ces personnes du programme, on a pu se rendre compte que souvent les gens qui participent sont apeurés. En fait, ils se disent notre environnement est en danger. Et voilà, enfin, c'est pour vous faire part déjà d'un premier retour. Quoi qu'il en soit, Phénomère a pour but d'aller vers des programmes de recherche plus ciblés. C'est pour ça que je vous parle aussi de ce lien avec les conchyliculteurs. Pousser les recherches sur les microalgues qui sont responsables de ces blooms, plus particulièrement. Donc maintenant c'est à vous de jouer. Je vous remercie pour votre attention. Avant de répondre à vos questions, je vous propose un petit quiz pour voir si j'ai été assez explicite dans mon exposé. Et du coup, je vous invite à répondre à mes questions avant de répondre aux vôtres. Alors, d'après vous, combien de microalgues peut contenir une goutte d'eau de mer maximum? C'est bien. Combien existe-t-il d'espèces de microalgues? Alors, là, je parle en milieu marin. Oui. Qu'est-ce qu'une efflorescence de phytoplancton? Une bloom phytoplanctonique. Alors. Quel phénomène n'est pas lié à une efflorescence? Une coloration de l'eau de mer, des dépôts de mousse sur les plages, des marées vertes, des zones mortes. Ouais, très bonne question. Alors une zone morte, c'est quand par exemple on a ce que vous avez pu voir comme photo avec les poissons qui étaient sur les strands. Et là on voyait aussi un dépôt verdâtre, un peu une couleur épinaire comme ça. Et donc on parle de zone morte parce que c'est des endroits où il y a plus d'oxygène. On parle de zone d'anoxie. Donc, alors, quelle est votre réponse? C'est des marées vertes. Les marées vertes, on ne parle pas d'efflorescence. Et on a eu beaucoup d'appels de gens qui nous faisaient part on a vu une efflorescence et ils nous parlaient d'algues vertes. On ne fait pas de discrimination, mais nous, on s'intéresse vraiment aux microalgues. Et les marées vertes, ce sont des macroalgues. Qu'est-ce qui provoque des efflorescences? Une pollution intense de l'eau de mer. Alors une augmentation de la température de l'eau ou alors une augmentation de la quantité de nutriments. Oui, il peut y avoir plusieurs réponses. Il peut y avoir plusieurs réponses et en effet, les conditions favorables peuvent être... Donc voilà, c'est ce qu'on dit souvent aux gens, c'est qu'il y a plusieurs paramètres. Il y a aussi les coefficients de marée qui jouent, il y a aussi la température, il y a l'apport de sel nutritif. Selon la pluviométrie, on va en avoir plus ou moins. Donc tous les facteurs météorologiques sont dépendants de ça. Vont jouer sur les efflorescences. Parmi ces effets liés aux efflorescences, lequel n'est pas néfaste? Elle est un peu
peu mal tournée cette question. Alors, une diminution de l'oxygène dissous dans l'eau de mer, une augmentation de l'oxygène dissous dans l'eau, des irritations de la peau, des yeux et des voies respiratoires, une mortalité de poisson. Alors, lequel n'est pas néfaste? Ouais. C'est vicieux les questions négatives. Hein. Mais oui, vous êtes fort. Pourquoi certaines espèces de microalgues sont-elles toxiques? À savoir que la majorité ne sont pas toxiques. Hein. Bah, vous êtes trop fort. Vous savez déjà plein de choses. D'où vient la coloration de l'eau de mer lorsqu'il y a des efflorescences? Le plancton est coloré par les pigments chlorophylliens. Le squelette du phytoplancton est coloré. Les toxines du phytoplancton sont colorées. C'est surtout A. Oui, c'est la A, oui. Mais j'ai entendu que c'est pas tout le temps les couleurs. Et oui, en effet, on peut avoir des boules de phéocystis qui font des grosses mousses. Mais la majorité du temps, les efflorescences, surtout ici en Bretagne et en Loire, enfin, et au sud, ce sont des eaux colorées qu'on observe. Et le rouge, alors, c'est parce que c'est un autre pigment produit par... Oui, c'est en lien avec les pigments, oui. Pourquoi le phytoplancton contient-il de la chlorophylle? Alors, c'est pour avoir une couleur qui le rend plus visible, pour la photosynthèse, c'est une réserve de nourriture, ça ne sert à rien, c'est juste décoratif. C'est pour la défense. Vous savez déjà plein de choses. C'était donc pour la photosynthèse. B. Qui peut faire de la photosynthèse? Les minéraux, les animaux, les végétaux ou les végétaux? Les végétaux. Voilà. Bon. Que permet la photosynthèse? Les animaux et les végétaux. Les hydres, vous les classez dans... Pardon? Les hydres. Pour moi, ce sont les végétaux qui sont la... Oui, ouais, ils ont des bactéries. Du coup, qu'est-ce qui permet de... Enfin, comment fait-on la photosynthèse? Que permet la photosynthèse, pardon? L'énergie pour Bah, indirectement, c'est B, c'est fournir de l'oxygène, voilà, qu'on respire directement. Et voilà, si ça consomme exactement. Voilà. Alors, maintenant, à vous de jouer, qu'est-ce qui est un blôme, qu'est-ce qui n'est pas un blôme? Et alors, est-ce que la photo en haut à droite c'en est un? Oui. Oui, je l'avais utilisé. Ouais, mince, j'aurais dû changer. Et celle qui est en bas, à droite? En bas, au milieu? C'est pas une argile, c'est des noms? C'en est une. Et en haut à gauche? Non. Et on voit plus une prolifération de méduses et... Mais c'est pas évident, hein, vous voyez, on peut s'y perdre. Alors, bloom ou pas bloom? En haut à droite? Non. Ouais, voilà. En bas, au centre? Bah là, je saurais pas vous dire, parce qu'il n'y a pas eu de prélèvements qui ont été faits, et voilà, je sais pas. Et en haut à gauche? Ouais. Donc là, c'est typiquement une eau colorée verte de l'espèce Lepidodinium chlorophorum. Ce que je vous disais, qui peut faire des eaux colorées vertes fluo. Bloom ou pas bloom? À droite? Ouais. Et à gauche aussi, je dirais que c'est... Ah non, pardon, à gauche, c'en est pas une. Non, c'est des nappes d'hydrocarbures.
Donc là, c'est la fameuse espèce Phéocystis qui provoque cette mousse. À droite, alors c'est... D'après vous, est-ce que c'est un bloom ou pas? À droite, je ne mangerai pas. À éviter. C'est une coloration qui a été faite pour des études sur les huîtres. Voilà, je vous remercie de votre attention et je vais tenter de répondre à vos questions si vous en avez. Pas de questions. Vous dites que les blooms, ça ne dure pas longtemps. Mais ça ne dure pas longtemps combien? 5 minutes, 10 minutes, 1 heure, 2 heures? Oui, alors ça dépend des espèces. Justement, très bonne question. Enfin, il y a des espèces, le phytoplancton se renouvelle très vite, hein, c'est à l'échelle de la journée. Mais quand je vous dis que ça ne dure pas longtemps, cet été, il y a eu un phénomène qui me fait dire le contraire, parce que l'espèce Lepidodinium chloroflorum a proliféré de début juillet jusqu'au 8 août. Et après, il y a dû y avoir moins de sels nutritifs, et du coup, le phénomène a diminué. Après, il y a eu des pluies. Mais enfin, pour vous dire que là, le phénomène a duré vraiment très longtemps. Et les pauvres de la turbale et des croisiques ont été fous de ces proliférations. Quand là, on voit une photo sur un endroit, c'est pas le même endroit qui va rester. Non, ça peut rester, entre guillemets, voilà, longtemps. Ça va durer à l'échelle de la marée. Il y a des observations qui ont été faites à marée montante et qui sont reparties une fois que la mer est repartie. Et enfin, ça peut bouger à l'échelle d'une marée. Donc dans ces cas-là, c'est très intéressant d'avoir quelqu'un qui observe et qui fait le prélèvement, parce que matériellement, vous ne pouvez pas accourir. Voilà, merci pour votre question, parce que vous mettez vraiment le doigt sur une des failles logistiques que peut avoir Phénomène. C'est notre volonté d'agir dès qu'il y a une observation qui est faite. Donc il y a une équipe de permanence qui se relaie du lundi au dimanche, une semaine sur l'autre. Mais les observations, des fois, sont faites les gens vont observer le phénomène, vont prendre une photo, puis ils vont nous signaler que 2 jours après. Donc là, c'est à nous d'avoir une meilleure sensibilisation et d'expliquer que c'est bien de faire vite part quand le phénomène a lieu, de vite nous faire part de cette observation, pour que nous, on se rende sur le lieu et qu'on prélève. Mais des fois, les observations sont faites le week-end. Et le week-end, les scientifiques, il y en a qui travaillent, mais si, on travaille le week-end, mais il n'y a pas les moyens de mettre à l'œuvre. Alors, je vous en ai pas parlé, mais il y a une association qui s'appelle le RIEM, qui est si, je vous en ai parlé quand je vous ai présenté l'équipe. Donc, le RIEM, c'est les sciences éco-marines exploratives, et eux, ils ont tout un réseau de bénévoles, d'adhérents à leur association, qui peuvent agir, par exemple, les week-ends quand il y a une observation qui est faite. Voilà, il leur faut pour ça les coordonnées GPS et pour intervenir. Mais ils ont un champ qui est quand même restreint et il faut faire des petits parce qu'il y a des fois des observations qui sont faites en Bretagne Nord et le prélèvement ne peut pas être fait. Je donne vraiment des cas par cas. Mais des fois, c'est compliqué d'avoir les moyens à la mer comme on le souhaiterait. Et donc, cet hiver, au coin de la cheminée, on espère rencontrer, de faire un peu comme l'APEX a pu le faire. L'APEX, c'est tout ce qui est réseau de surveillance du requin pèlerin, c'est faire des structures relais. Et ils suivent aussi tout ce qui est capsules d'œufs de raie, de roussettes, et donc d'avoir des structures relais, avoir une meilleure assise en fait sur le territoire breton et Loire-Atlantique pour que dès qu'il y ait une observation, hop, il y ait quelqu'un qui aille prélever. Voilà, c'est en discussion
suite à cette première année. Est-ce que vous avez l'idée de vous associer avec les surfeurs qui sont quasiment tout le temps dans l'eau? Les surfeurs, les kayakistes, les centres nautiques, enfin tout ça c'est déjà plus ou moins enfin rien ne vaut la sensibilisation de rencontrer les gens et de leur parler. Là on a via nos flyers, d'ailleurs il y en a sur la table, là, il y en a un en breton, s'il y en a d'entre vous qui parlent en breton. Et enfin voilà, il y a ces flyers qui sont distribués un peu partout en Bretagne et en Loire-Atlantique. Mais rien ne vaut les rencontres. Donc on rencontre des structures pour sensibiliser les gens. Entre autres via le réseau d'éducation à l'environnement Bretagne. Demain, je rencontre l'Observatoire du plancton à Port-Louis, à Nivardel, à la cité. Et voilà. Oui, si, les surfeurs font partie du public qui a mis à observer ces phénomènes. Oui, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Voilà, je connaissais les excellents réseaux Rémi et Réfi d'Ifremer, dont le suivi planctonique et notamment la surveillance des eaux qui permettent d'élever des coquillages. Et dans ce contexte-là, vous travaillez comment? Parce que je n'entends pas parler de... Oui. Alors, merci de votre question. Heureusement que le Réfi est là. D'ailleurs, le Réfi fête ses 30 ans cette année. Mais alors, le Réfi, c'est un programme de surveillance. Phénomène est un programme de recherche. Bien que ce soit des sciences participatives, c'est un programme de recherche pour mieux connaître les littorales. Et on travaille en complémentarité avec le Réfi. Donc typiquement, cet été, il y a eu beaucoup d'observations. Je ne vous l'ai pas dit, mais on est en train de gagner en force. Hein. L'année dernière, on avait eu 40 appels, dont 16 qui étaient des efflorescences. Il y a des efflorescences. Cette année, on a eu plus d'une soixantaine d'appels, dont 40 qui étaient liés à des efflorescences. Donc le ratio est quand même important. Et tout ça pour vous dire que, via la question de madame, je répondais qu'il y avait des petites failles logistiques pour intervenir et prélever. Et grâce au Réfi, on a pu des fois faire des corrélations suite à des observations qui ont été faites. Donc, pour répondre à votre question, le Réfi, en fait, donc le Réfi, pour les personnes qui ne savent pas, c'est le réseau de surveillance du phytoplancton. Il existe depuis 30 ans et donc à différents points sur la côte française, en métropole et ailleurs, dans les 20 tonnes, on suit les espèces phytoplanctoniques qu'on a dans nos eaux côtières. Et donc c'est à des moments très ponctuels. Et des fois on peut passer à côté des fluorescences. Je vous donne un exemple. Là, récent, le 18 août, il y a eu une observation qui a été faite par Minivel, un bureau d'études, une personne qui fait des super belles photos aériennes de Bloom, qui nous a signalé une eau colorée, verte. Nous, après, on a regardé avec les satellites. Cette observation vue du ciel a été confirmée par une vue encore de plus haut, donc par les satellites. Et le Réfi avait été faire un prélèvement en baie d'Audierne. C'était au large de la pointe de Pamar. Mais malheureusement, ils ont dû passer à côté de l'efflorescence en question, parce qu'ils n'ont pas vu de phytoplancton, de l'espèce qui pouvait être à la source de ces eaux colorées, puisqu'ils n'ont pas vu les eaux colorées. Je ne sais pas si je réponds bien. Mais en tout cas, le Réfi est complémentaire dans l'investigation qu'on donne suite aux observations des citoyens. Aussi, je vous disais, Phénomère, ce n'est pas que des observations de citoyens opportunes, c'est aussi une action avec des collégiens qui sont faits dans les îles du Ponant. Dans les îles du Ponant, parce qu'on suppose donc que les eaux sont moins impactées par la pollution au large. Et là, on peut comparer les communautés phytoplanctoniques qu'on obtient grâce au Réfi à ce qui se fait dans
dans les îles aux prélèvements qui ont été faits par les collégiens et analysés à l'Ifremer de Brest. Donc très concrètement, par rapport par exemple à un problème de PSP et de coquille Saint-Jacques en rade de Brest actuellement, vous n'intervenez quasiment pas. Vous êtes au-dessus en quelque sorte. Oui, non, enfin, on est très opportuniste en fait, si on peut se définir comme ça. Il y a eu le 21 juin en rade de Brest un épisode de prolifération d'Alexandrium minutum. Le 21 juin, il y avait Objectif Plancton, qui est un programme de sciences participatives qui vient d'être lancé par Océanopolis en lien avec Plancton du Monde. Donc, il y a eu 15 plaisanciers qui sont allés prélever en rade de Brest. Nous, on avait observé via un programme de recherche qui s'appelle Daolex, qui travaille particulièrement sur l'Alexandrium minutum, qui avait une efflorescence. Aussi, on avait eu une observation d'un citoyen, c'était l'écloderie du Tinduf, qui nous avait signalé des eaux colorées rouges. L'un dans l'autre, on s'est dit, voilà, il faut aller prélever pour voir la répartition de cette espèce. Donc, je parle d'Alexandrium minutum, c'est une espèce toxique, et voilà, oui, et je parle de cette espèce parce qu'elle est visible. Toutes les espèces toxiques, les espèces de micro-algues toxiques ne sont pas forcément visibles quand elles prolifèrent. Voilà. J'espère avoir répondu à la question. J'aimerais savoir si ces phénomènes ont lieu surtout le long du littoral ou en pleine mer. Et si c'est quand la mer est calme ou agitée. Ces phénomènes n'ont pas lieu que près de la côte, elles ont lieu aussi au large. Donc, dans ma présentation, je vous ai montré une diapositive d'observation via les satellites. En fait, on cède des satellites, mais des fois les satellites ils ne peuvent pas repérer des phénomènes qui sont à la côte parce qu'il y a des nuages et il y a des interférences qui empêchent d'observer les eaux colorées. Et je vous parle des satellites parce que beaucoup plus au large, il y a des espèces qui sont repérées par les satellites. Et là aussi c'est complémentaire avec les observations qu'on peut faire par satellite. Et sinon, par rapport à votre question sur plutôt mer calme, plutôt mer agitée, moi je dirais l'espèce Noctiluca scintillans qui provoque des eaux colorées rouges. Là, typiquement, on a remarqué que c'était. Mais je vous dis, là, c'est les premiers résultats. Hein, on a observé que c'était plutôt les vents d'ouest qui accumulaient les cellules sur les strands. Et plutôt une mer calme, donc avec un phénomène de thermocline, c'est-à-dire un phénomène, on a un bon réchauffement à la surface de l'eau, et voilà. Mais après, ça c'est pour une espèce. Les Pipodinium chlorophorum, là, je ne saurais pas vous dire. J'imagine que c'est plus par mer calme qu'on peut avoir ce qu'il lui faut toutes les bonnes conditions, donc la température qui va bien. Voilà, je ne peux pas non plus donner une réponse avec certitude. Oui, je t'avais promis mon appui, donc je peux témoigner parce que j'ai vécu ces phénomènes à Palavas et Flot. J'étais parmi les premiers conducteurs en France avec Pierre Bollon, on a travaillé ensemble, et Pierrot m'a envoyé à Palavas des crevettes à élever. Et j'ai connu là-bas deux phénomènes qui sont, quand on est un conducteur, c'est épouvantable, parce que je n'avais aucun moyen de répondre à cette attaque de ces micro-organismes. Une fois, c'était sur un bassin où il y avait des nuages de dorade et de bar, et j'ai vu le bassin proliférer en rouge d'heure en heure, et l'autre qui se coloriait, donc, et à mesure, les animaux crevaient parce qu'il y avait une baisse considérable d'oxygène. Le pH avait chuté à 7,8, c'était épouvantable.
Donc je ne pouvais rien faire parce que je n'avais pas les moyens d'avoir fallu des pompes très puissantes. Et on dit, il n'y a pas de marée en plus. Alors évidemment, c'est pas facile. La chaleur était épouvantable. 32, 33 en surface, au fond 28, donc les conditions étaient létales. La deuxième fois, c'est le bassin de crevettes japonaises, au marron. Bon, donc je n'ai pas eu le temps de faire les prélèvements, j'ai beaucoup de choses à côté. Et mes crevettes japonaises, qui sont de mœurs nocturnes, parce qu'elles ne sortent que la nuit pour chasser, sortaient en plein jour. Elles avaient le choix, mourir d'anoxie ou mourir de chaleur. Ils ont choisi la chaleur. Donc il fallait que je passe les récupérer, je les mettais dans les grandes bailles, j'étais l'eau, c'était vraiment quelque chose d'épouvantable à vivre. Et une troisième chose que j'ai connue à Palava, ce qui est avec le c'est ce qu'on appelle la malaï, la mauvaise eau. Le fond des étangs se met à pourrir, et c'est-à-dire que c'est la matière organique accumulée qui remonte à la surface à cause de la température, et justement dessous température très très calme, et en l'espace de quelques heures, c'est l'H2S qui prédomine. C'est-à-dire que l'H2S monte en surface, ça sent la pourriture par la base, les faux, ça veut dire plus la base au départ. Et on a été réveillé à 4 h du matin par l'odeur d'H2S, je suis allé voir mes bassins, et mes crevettes étaient dehors. Je n'ai rien fait. Et aux alentours de Palavas, sur l'étendue Prévost, vous avez tous les ans, quand ça arrive à Malaïque, ça va démarrer prochainement, on a quelques jours à venir de l'orage, il y a des cordons de crabes sur 1 mètre de large, sur des kilomètres de longueur, les crabes verts sortent en plein soleil. Et c'est la débandade, tout le monde sort des étangs à toute vitesse, et c'est là que les pêcheurs font des pêches phénoménales parce qu'ils mettent des filets en travers. Donc pour eux, c'est une parabénie. Mais c'est la mortalité assurée. Bien sûr, ensuite, lorsque la grande marée, entre guillemets, parce que grande marée, c'est 40 cm de marnage, quand elle arrive, l'eau rentre de nouveau, l'eau fraîche, et la vie reprend ses droits, mais jusqu'à la fois suivante. Mais moi, je l'ai vécu, c'est pas rigolo du tout. Alors effectivement, j'ai jamais connu ça, ça n'existait pas. L'envie d'aller. C'est une des pistes de phénomènes. J'aimerais faire des petits, quoi. Parce qu'il faut savoir aussi qu'à la base, phénomène, c'est pas partie d'une question scientifique bien précise, en fait, à part la généralité, qu'on peut mieux connaître les microalgues, mieux connaître les conditions favorables de ces proliférations, de ces déflorescences phytoplanctoniques. La vocation de Phénomère, c'est justement de cibler des programmes de recherche. Et l'une de ces pistes, c'est de travailler avec les professionnels sur ces problèmes de déflorescence phytoplanctonique. Il y a votre témoignage, mais il y a aussi cet été, il y a en rivière d'Etel, il y a eu des problèmes de... Je vous signalais le conchyliculteur croisique, qui lui a mis en conserve ses coques qui étaient invendables. Et il y a eu aussi en rivière d'Etel des viticulteurs, c'était des ostriculteurs qui avaient des bassins et qui étaient obligés de filtrer l'épidodium chlorophorum parce qu'il y avait prolifération. Donc voilà, c'est une des pistes, travailler avec les professionnels, toujours pour mieux comprendre pourquoi ces espèces prolifèrent. Juste pour répondre à ta question, les trois phénomènes que j'ai observés, ça a toujours été partant, absolument calme, pas une ride sur l'eau, forte température et risque d'orage. À chaque fois les trois. Risque d'orage. Ouais. Ça fait plus chaud, moi. La température monte, c'est plus fort. Le bassin monte à 28, 29, 30, c'est la folie. C'est pas commissible, c'est agressif. Merci. Oui, sur la diapo où on voyait des poissons morts, effectivement, je sais plus où c'était à la Turballe. je crois. Donc c'est plus lié à vraiment la toxicité ou toxine des efflorescences ou alors l'oxygène dissous qui diminue. C'est ça. En fait, c'est ça. Là, c'était l'espèce qui a proliféré, c'était l'Epidodium chlorophorum, donc elle n'est pas toxique mais c'est soit ça colmate les branchies des poissons, soit il y a le problème d'anoxie, donc les zones mortes, où là ça va étouffer le milieu et c'est pas la microalgue en tant que telle qui tue, mais c'est plus le phénomène de décomposition de ces microalgues par les bactéries qui vont consommer l'oxygène et donc provoquer une zone morte, une zone sans oxygène. Et voilà, c'était pas du tout lié à la toxicité de la microalgue.
soit les branchies-colmatées, soit... Et en termes de toxicité, donc, bon, bien sûr, il y a l'Alexandrium, mais par exemple, l'Octilica, c'est très toxique aussi. Non, l'Octilica scintillans, c'est pas une espèce toxique. D'accord. La majorité des espèces ne sont pas toxiques. Enfin, dans les efflorescences... Pardon ? Oui, la majorité des espèces, enfin, un certain nombre sont toxiques, mais la plupart ne le sont pas. Oui, la plupart ne le sont pas. En fait, les gens sont inquiets justement quand ils voient des eaux colorées. Tout de suite, c'est synonyme dans leur esprit d'une pollution ou voilà, d'un problème pour la santé humaine. Et en fait, non, on peut se baigner dans un bain de Noctiluca scintillans, ça ne nous arrivera rien. Pareil pour l'Epidodium chlorophora. Bon, par contre, après, il faut se rincer parce que c'est plus les bactéries qui vont consommer sur notre maillot qui peuvent faire des. Il y a eu des éruptions cutanées c'est pas l'espèce en fait. Et non, en fait, par rapport au grand public qui était assez alarmé et qui a pris cet été, ce que je vous disais, l'un des objectifs de Phénomère, c'est aussi de la pédagogie pour ressouligner l'importance de ces microalgues qui sont à la base de la chaîne alimentaire. Et que, comme les végétaux, comme les plantes, il y a des belles plantes qui sont toxiques, mais c'est comparable aux belles plantes, quoi. Les microalgues, il y en a qui sont toxiques et il y en a d'autres qui ne sont pas toxiques, mais en tout cas, elles sont ultra utiles à la vie marine et aussi donc à la vie terrestre. Quand vous parlez de toxicité, c'est toxicité pour les animaux, ou si moi je mets mon doigt dans une variété toxique et que je lèche mon doigt, je vais être pas très bien après. Non, c'est surtout pour les animaux et indirectement pour nous. Alors on va parler par exemple d'Alexandrium minutum pour les microalgues qui sont toxiques. À moins que vous buviez une grosse tasse, peut-être que vous aurez des soucis. Pareil pour... en fait, c'est via l'ingestion de coquillages. Donc, comme les moules, les huîtres, qui sont donc des filtreurs et qui vont accumuler des concentrations importantes et qui là vont être toxiques pour nous. C'est dépasser les certains seuils. Mais bon, à part, je ne pense pas que ça soit toxique directement pour vous. Vous pouvez vous baigner et éviter de boire la tasse. Je voulais poser des questions sur la toxicité, vous avez répondu partiellement. Est-ce que je peux vous demander par contre de repasser une diapo? Vous l'avez passé un peu vite et en particulier, moi je n'ai pas eu le temps de tout lire. Il y avait deux rectangles avec... c'était plus... non, il y avait deux rectangles où on voyait les conséquences de la quantité de nutriments, tout simplement. Peut-être c'est ça, vous disiez que j'allais passer vite, justement. Plus de salinité, oui, voilà, c'est celle-là. Merci. En fait, ce que je voulais mettre en avant sur cette diapositive, c'est que en faisant des ratios diatomées, dinoflagellés, qui sont donc différents groupes des microalgues, on suit l'abondance en fait de... Enfin, en fait, on met en avant que ça peut changer dans le temps. En fait, je reprends mon image de forêt. Quand vous vous promenez dans les sous-bois au printemps, vous allez voir éclore tous les vers tendres des petits bourgeons qui sortent des arbres. Et ben, il faut savoir que le phytoplancton, c'est pareil, dès le printemps, fin mars, début avril, il va avoir tous les éléments qui vont lui permettre de bien proliférer. Donc on va avoir d'ailleurs des observations qui ont été faites cette année. On a eu des blocs de diatomées qui ont été signalés. Et là, typiquement, on est face à quelque chose de naturel.
Donc il y a eu des observations d'eau colorée brune, il y a eu une observation d'eau colorée plus marron-rose. Ça, c'était des diatomées qui proliféraient. Et c'était au printemps, donc elles avaient tous les éléments favorables pour proliférer. Mais comme on a le même phénomène dans les sous-bois avec l'éclosion des arbres. Et donc là, par ces graphes, c'était surtout montrer qu'on étudie cette variation dans le temps des cycles des microalgues. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci. En fait, je ne suis pas rentrée dans le détail, mais on va d'abord avoir au printemps les diatomées qui vont proliférer, et par la suite on va avoir les dinoflagellés. Et en fait, comme c'est la base de la chaîne alimentaire, les diatomées vont être mangées. Enfin, puis après, voilà, chacun son menu, quoi. Il y a du zooplancton qui va préférer telle espèce, d'autres zooplanctons qui vont aimer telle autre espèce. Chacun son menu en fonction de sa capacité à manger, selon la taille. Voilà. Il y a quand même quelque chose qu'on constate à l'observatoire du plancton, c'est que depuis 11 ans que nous existons, on trouve quand même quelquefois en hiver des dinoflagellés qui n'existaient pas dans les années passées, de plus en plus. Alors, on peut se poser la question pourquoi est-ce que notre veine est plus sale qu'avant, entre guillemets? C'est en effet, donc, les microalgues, c'est des parfaits indicateurs de la qualité du milieu. Et voilà, des épisodes d'eau colorée verte liés à l'Epidosium chloroforum ont été observés jusqu'au mois de novembre des fois. Donc, oui, on peut s'interroger. C'est sûr que voilà, ça fait partie des questions. On ne nie pas qu'il y a des problèmes de trophisation, on ne nie pas qu'il y a un problème, un déséquilibre. Il y a phénomène, il y a ce rôle d'informer les gens que le microplancton est utile à la vie marine. Mais voilà, on n'est pas à faire la politique de l'autruche et à dire non, il n'y a pas de déséquilibre. Seulement, on évite de donner déjà des conclusions hâtives. Parce qu'il y a le problème de Pseudonychia, par exemple, qui empêche les pêcheurs de coquilles, les pêcheurs de coquilles de la région. Je sais pas, mais les pêcheurs de coquilles de la région de Béné sont très embêtés parce qu'ils se préparent à la coquille très souvent, paf, Pseudonychia débarque et ils pêchent que la coquille, ils attendent 2, 3, 4, 5 mois, ils sont prêts à recommencer, paf, de nouveau un nouvel épisode de pseudo et ils sont coincés à chaque fois. Et je ne sais pas si ça existait avant, je ne sais pas. Ça justement, c'est grâce au REFI, le réseau de surveillance du phytoplancton. Il y a parce que donc, ça fait 30 ans qu'il existe maintenant, on peut faire des suivis sur des périodes longues et on a suffisamment de recul maintenant pour mettre en avant le doigt sur des phénomènes tels que vous décrivez avec ce Pseudonychia qui n'existait pas forcément avant. Là, j'ai observé, j'ai commencé à regarder un peu les résultats du REFI, justement, comparés aux prélèvements qui ont été faits par les collégiens des îles du Ponant. Et je pense à ça parce que Pseudonychia, typiquement, là, je l'ai vu à Ouessant. Alors qu'il y avait un bloom à l'Envéoc. Donc, pour chaque île, on a pris des points de comparaison plus côtiers. Et l'Envéoc est le point côtier qui correspond pour les îles de Molène et Ouessant. Et voilà, il y a eu un gros bloom de Pseudonychia au mois je ne me souviens plus d'avril, je ne me souviens plus exactement ce que je dis. Et à cette même période, on a pu observer aussi un bloom de Pseudonychia
à Ouessant, qui est quand même au large et avec une masse d'eau pas mal brassée, quoi. Mais enfin, ça demande à creuser plus, hein, parce que là, on n'a vraiment pas beaucoup de données pour comparer. Et voilà, pareil, je ne peux pas tirer de conclusion hâtive. En tout cas, merci beaucoup de votre attention et pour vos questions.